Je voudrais consacrer cette dernière séance à la singularité. L'idée de la singularité est très simple. C'est le moment de l'histoire où les machines deviennent plus intelligentes que les humains, puis progressivement plus intelligentes également que les organisations humaines. La machine ne devient donc pas simplement supérieure à un individu isolé, mais à toute organisation sociale, quel que soit le nombre d'individus qu'elle coordonne. La question de la singularité concerne donc les conséquences pour les humains de cet événement, que certains envisagent avec optimisme, comme potentiellement bénéfique, grâce en particulier à l'accélération des progrès scientifiques, et d'autres au contraire avec pessimisme, comme maléfique, au cas où les machines ne se soumettraient plus à la volonté des humains. Libre à chacun, bien sûr, d'interpréter ce qui est bénéfique et ce qui ne l'est pas. Laissons de côté à ce stade la question de la définition d'intelligence, qui peut être appréhendée dans la, ou sans doute plus justement les formes de l'intelligence propres aux humains, ou au contraire d'une manière plus générale, plus abstraite, en considérant les formes de l'intelligence humaine comme des aspects particuliers d'un espace beaucoup plus large de l'intelligence en général. Pour les machines, la question de leur situation par rapport aux humains, comment elles se comparent aux humains, est-il possible en particulier qu'une machine maîtrise tout ce qui est propre à un humain, comment avoir conscience de soi par exemple, n'est qu'un aspect de la question. La question duale, par contre, ne se pose pas. Les machines peuvent faire des calculs que les humains ne peuvent pas faire. Elles ont été conçues pour ça. Cet anthropocentrisme n'est toutefois pas nécessairement le point le plus important. Il faut savoir laisser les humains de côté. Ce qui nous intéresse, c'est que les machines puissent devenir plus puissantes que les humains, au moins plus puissantes dans certaines tâches, même si elles sont différentes de celles que les humains maîtrisent. Mais ce qui importe, c'est que cette puissance puisse poser de très sérieux défis aux humains. L'idée est paradoxalement très simple à comprendre, mais extrêmement difficile à appréhender en pratique. L'humanité a développé tout au long de son histoire des artefacts, des machines pour augmenter ses capacités. Les machines ont permis de dépasser les capacités limitées d'un individu, sa force physique par exemple, qui est faible en comparaison avec celle de la machine à vapeur. Cette dernière va rendre caduque l'esclavage. Les machines ont permis également de dépasser les capacités humaines à traiter de l'information, ce que les ordinateurs font globalement bien mieux que le cerveau humain, ce qui rend caduque de nombreux métiers dans l'administration. De surcroît, les machines ont permis d'augmenter non seulement les individus, mais plus généralement les organisations humaines, dont la complexité repose aujourd'hui sur des systèmes d'information au sens large, des réseaux de machines donc, déployés au niveau planétaire, dont le contrôle est décentralisé et qui forment des systèmes d'une grande robustesse. Aucune des organisations importantes qui existent aujourd'hui ne pourrait fonctionner sans un système d'information conséquent. C'est probablement également vrai des organisations locales et modestes en taille. Et en fait, également des individus, pour de nombreuses interactions intermédiées par la force des choses, par des systèmes numériques. Mais les conséquences pour les humains de l'émergence d'une intelligence qui pourrait leur être supérieure, encore une fois sans que ça implique la maîtrise de toutes les capacités humaines, changent la donne sur Terre. À ce stade, les humains de la modernité n'ont jamais été confrontés à une intelligence autre que la leur et qui puisse les défier. L'idée d'une intelligence qui pourrait surpasser les humains et les dominer nous semble étrange, et de surcroît, il ne s'agit pas d'extraterrestres qui nous tomberaient dessus sans que nous n'ayons rien fait pour, mais d'une construction initialement humaine, les ordinateurs. Au sujet des extraterrestres, il convient de surcroît de noter qu'il y a débat sur la pertinence d'envoyer des signaux de la vie sur Terre dans l'espace, en prenant ainsi le risque de signaler notre présence à des puissances hostiles. La question de la responsabilité de notre action est posée pour ce sujet d'apparence très prospective et sans grand enjeu, parce que l'humanité a tendance à se penser seule dans l'univers. L'auteur de science-fiction chinois, Liu Cixin, aborde cette question dans son roman Le problème à trois corps. Si je mentionne cette question, c'est qu'elle est liée à celle de la singularité. Réveiller ou faire émerger une intelligence non humaine, qui constitue un défi majeur pour l'humanité, paraît impensable, inimaginable, et pourtant peut-être un risque à éviter. Imaginer que les humains puissent avoir construit de manière non intentionnelle de quoi se détruire pose problème. En comparaison, l'hiver nucléaire de la guerre froide était beaucoup plus facile à penser. Il y avait une intention. Les ogives nucléaires sont conçues pour la destruction. Ce qui a été extraordinaire et totalement paradoxal dans la course aux armements, c'est le développement de la théorie de la dissuasion. L'idée donc qu'on ne se sert pas des ogives meurtrières, et que plus on en construit, moins on peut précisément s'en servir. Mais dans le cas des technologies de l'information, il n'y a pas d'intention de fabriquer une intelligence qui dominerait les humains,
mais seulement des formes d'intelligence artificielle au service des humains. Les machines que nous fabriquons sont censées assurer des tâches précises et utiles, comme conduire un véhicule. Ce qui apparaît de manière frappante dans cette problématique, c'est le lien avec un autre impensable contemporain, celui de la détérioration de nos conditions d'existence, de la dégradation de l'environnement global de la planète, conséquence, elle aussi non intentionnelle, de nos développements technologiques. On pourra noter toutefois que la singularité recueille aujourd'hui une attention nettement moindre que le changement climatique. Mais ceci pourrait évoluer avec la popularisation de la conscience, de la dépendance au cyberespace et à ses fragilités, ainsi que de la multiplication des systèmes autonomes, comme les véhicules sans conducteur humain par exemple. Il n'est pas inintéressant de revenir un peu en arrière sur l'émergence du concept lui-même. La singularité a été popularisée par l'auteur de science-fiction Vernor Vinge dans un essai de 1993 intitulé The Coming Technological Singularity. Vinge avait introduit le terme une dizaine d'années auparavant. L'idée est restée relativement confidentielle. C'est la publication en 2005 du livre de Ray Kurzweil, The Singularity is Near, qui donnera au concept, tant à la problématique elle-même que plus largement aux nombreuses controverses qu'elle suscite, une bien plus grande visibilité. Kurzweil est un ingénieur américain, extrêmement célèbre pour ses prises de position sur la singularité, mais également sur le transhumanisme, problématique inévitablement liée à la singularité. Il s'inscrit dans une perspective évolutionniste. L'ensemble constitué des humains et des machines évolue conjointement. La singularité opère dans deux directions. D'une part, elle nous met sous la menace du contrôle des machines, mais d'autre part, elle nous extirpe des limitations biologiques de notre corps et de notre cerveau. C'est cette deuxième dimension, chère à Kurzweil, qui suscite les nombreuses polémiques du transhumanisme. Cette perspective de s'abstraire des limites biologiques de notre corps rentre en résonance avec la perspective de la dégradation environnementale qui nous ramène précisément dans les limites de la réalité biologique des écosystèmes. On peut interpréter cette question d'adaptation des humains à un environnement qui évolue de diverses manières en fonction du rapport que l'on entretient avec la technologie, entre défiance ou rejet, et solutionnisme, voire promesse salvatrice. Mais si la question de la singularité commence à être débattue au tournant du siècle, dans les années 1990-2000, ce moment d'accélération des capacités des technologies de l'information et du déploiement ubiquitaire de l'économie numérique, le sujet émerge en fait beaucoup plus tôt. C'est initialement le mathématicien britannique Irving Good qui l'aborde dans un article intitulé Speculations Concerning the First Ultra-Intelligent Machine, publié en 1965. Good a travaillé avec Alan Turing, en particulier sur des questions de crypto à Bletchley Park, là où le code de l'Allemagne nazie a été décrypté. Good pose d'emblée le problème fondamental de la singularité. Il écrit dans son article de 65, je cite, « Supposons qu'il existe une machine surpassant en intelligence tout ce dont est capable un homme, aussi brillant soit-il. La conception de telle machine, faisant partie des activités intellectuelles, cette machine pourrait à son tour créer des machines meilleures qu'elle-même. Cela aurait sans nul doute pour effet une réaction en chaîne de développement de l'intelligence, pendant que l'intelligence humaine resterait presque sur place. » Fin de citation. L'idée clé de la singularité est là. Une machine plus intelligente que les humains sera meilleure que les humains pour concevoir de nouvelles générations de machines. De telles machines seront donc capables de concevoir des machines plus intelligentes que la machine la plus intelligente que l'homme puisse concevoir. Donc, si une machine est elle-même conçue par les humains, elle sera capable de concevoir une machine plus intelligente qu'elle-même. Par un raisonnement similaire, cette prochaine machine sera également capable de concevoir une machine plus intelligente qu'elle-même, et ainsi de suite. C'est la boucle de rétroaction fondamentale de l'explosion de l'intelligence qui définit la singularité. Good conclut avec un certain pessimisme, et je cite, « Il en résulte que la machine ultra-intelligente sera la dernière invention de l'homme que l'homme aura besoin de faire, à condition que la dite machine soit assez docile pour constamment lui obéir. » Fin de citation. C'était Irving Good que Stanley Kubrick fit appel en 1968, peu de temps donc après son article sur la première machine ultra-intelligente, pour concevoir les supercalculateurs de 2001 Odyssée de l'espace. On s'en souvient, dans 2001, l'ordinateur de bord, HAL, commande toutes les fonctions du vaisseau. Doté d'une intelligence artificielle, il est capable de sentir les sentiments des humains à bord. Suite à une discussion sur le but de la mission, des tensions vont se faire jour entre HAL et les deux astronautes, David Bowman et Frank Poole. HAL leur signale un problème à l'extérieur du vaisseau. Ils sortent donc pour l'inspection, mais ne trouvent aucun problème.
Intrigué, c'est alors qu'il s'enferme dans la capsule de sortie pour en parler, espérant être hors de la surveillance de Hal. Mais ce dernier parvient à comprendre ce qu'ils disent en lisant sur leurs lèvres. S'engage alors une lutte terrible entre les humains et la machine. Tout est donc posé, il y a plus de 50 ans, dans 2001 Odyssée de l'espace. Une fiction, certes, mais une fiction basée sur une réflexion scientifique très sérieuse. La singularité repose également sur une autre boucle de rétroaction, l'accélération, l'explosion de la vitesse. Dans un article de 1985, The Timescale of Artificial Intelligence, Reflections on Social Effects, Ray Solomonoff développe cette idée d'accélération, montrant l'accélération hyper-exponentielle des générations de machines sur le modèle initial d'Irving Good. Cette accélération résulte de l'augmentation de la vitesse de calcul des générations successives de machines. Ainsi, le temps nécessaire à une génération pour concevoir la génération suivante ira décroissant. Solomonoff est l'un des principaux participants au séminaire de 1956 à Dartmouth organisé par Minsky et McCarthy qui donne naissance à l'intelligence artificielle. J'y reviendrai. Il est à l'origine de l'introduction des probabilités algorithmiques pour l'inférence inductive, une étape décisive vers les techniques d'apprentissage contemporaines. Il convient de noter que l'explosion de l'intelligence et celle de la vitesse sont deux concepts indépendants. L'intelligence pourrait croître sans accélération et le développement technologique connaître une accélération sans explosion de l'intelligence. La combinaison des deux hypothèses conduit à une singularité permise par une croissance exponentielle de l'intelligence. On ne peut que noter l'extraordinaire contemporanéité entre l'émergence de la question de la singularité et celle de la question de la poursuite du réchauffement climatique, deux aspects du développement technologique qui pourraient amener l'humanité à sa propre destruction. Toutes deux sont posées plus ou moins au même moment, autour de 1960. De surcroît, elles sont posées par des chercheurs de très grande réputation et qui avaient été confrontés à un rapport au temps et au danger très particulier. Irving Good, comme je l'ai dit, avait travaillé à Bletchley Park. Ne pas être capable de décrypter les messages allemands rapidement avait des conséquences catastrophiques pour le Royaume-Uni et ses alliés. Quant au physicien Edward Teller, qui marque une date dans l'histoire de la prise de conscience du changement climatique avec sa célèbre conférence de 1959 au symposium de l'American Petroleum Institute à New York, lors de laquelle il prévient des dangers de l'augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, Teller était un membre influent et controversé du projet Manhattan. Il s'agissait là de produire la bombe avant l'Allemagne nazie. On peut mentionner aussi Fermi et son célèbre paradoxe sur l'absence d'extraterrestres, peut-être dû au fait que les civilisations intelligentes épuisent leur planète rapidement avant de disparaître. Fermi, qui avait fui l'Italie fasciste, travaillait également dans le projet Manhattan. Tous ces chercheurs avaient été touchés par l'urgence face à la destruction entamée dans certaines régions et qui menaçait le monde entier. Ils s'étaient lancés dans la course au développement technologique pour sauver la civilisation, pour reprendre l'expression du président Roosevelt. Était-ce ce qui les rendait visionnaires? Ces deux questions ont eu pendant très longtemps très peu d'impact dans la communauté académique. Les risques potentiels pour l'humanité de ces développements technologiques devaient rester profondément marginaux. Ces sujets seront relégués à la science-fiction, comme le déplore Amitav Ghosh. On les pensera donc en dehors du réel. Que le politique ait laissé ces sujets de côté est un autre problème. Le politique a d'autres contraintes et d'autres urgences plus pressantes que celles du monde académique. On ne peut être que frappé de la similitude de l'impact de chacune de ces deux questions. Il y a une étonnante ressemblance entre ces deux phénomènes, résultat non intentionnel des développements technologiques de l'humanité, ayant pour autant un potentiel dystopique terrible pour l'humanité. Je reviendrai sur les liens entre ces deux dystopies. On considère que l'histoire de l'intelligence artificielle commence lors d'un séminaire organisé par John McCarthy à Dartmouth College pendant l'été 56 sur les thinking machines, des problèmes de cybernétique et de traitement d'informations complexes. Mais McCarthy proposera le terme neutre à l'époque d'intelligence artificielle. L'idée était de montrer qu'on pouvait simuler sur une machine des aspects de l'intelligence, dont l'apprentissage ou la créativité. La plupart de ceux dont le nom est resté attaché à l'intelligence artificielle étaient là, dont Solomonoff dont j'ai parlé. Avant ce séminaire, et depuis les années 30, les progrès de la neurologie, la compréhension du cerveau comme réseau électrique, et des technologies du traitement de l'information et des ordinateurs, avaient naturellement conduit à l'idée de construire un cerveau électronique. L'histoire de l'intelligence artificielle est turbulente. Elle va connaître une évolution cyclique, avec des périodes de fort enthousiasme
soutenus par des financements conséquents, et des hivers pendant lesquels les difficultés et les déceptions vont conduire à un abandon des soutiens institutionnels. Dans les années 60, l'enthousiasme des scientifiques est au plus haut. On pense que dans une génération, on maîtrisera l'intelligence artificielle. C'est aussi l'époque de la guerre froide. La question de la maîtrise de l'IA est plus que stratégique, comme elle l'est d'ailleurs aujourd'hui entre les deux géants, les États-Unis et la Chine. Les années 70 sont celles de la déception. L'explosion combinatoire des problèmes dépasse de beaucoup les capacités des machines de l'époque. Le traitement des connaissances et des capacités humaines, comme la vision ou la compréhension du langage naturel, s'avère décevant. Les financements sont en grande partie suspendus. Les années 80 sont celles des systèmes experts, une manière de traiter la connaissance humaine. Le Japon prend un certain leadership avec son projet de 5e génération. L'idée est de décrire explicitement la connaissance humaine sous forme de règles, du genre « s'il pleut, je prends mon parapluie ». Mais là encore, le succès n'est pas au rendez-vous. La discipline va alors s'éloigner du raisonnement purement symbolique pour une approche plus globale et plus incarnée de la perception. Ray Solomonoff, dans son article de 85, The Timescale of Artificial Intelligence, définit des étapes successives pour l'intelligence artificielle. D'abord, le General Problem Solver, théoriquement capable de résoudre n'importe quel problème correctement formalisé, comme démontrer un théorème. Puis le développement d'une théorie pour la résolution de problèmes. Ensuite, la capacité d'auto-amélioration des programmes. Enfin, une machine qui peut lire et apprendre d'un texte, comme un humain. Ensuite, une machine qui a la même capacité qu'un humain pour résoudre un problème technologique. Puis une machine qui a la même capacité que l'ensemble de la communauté informatique. Et finalement, dernière étape, une machine nettement supérieure à cette communauté. La singularité se situe dans les dernières étapes. Les premières sont essentiellement maîtrisées aujourd'hui. Deux changements fondamentaux vont conduire au succès de l'IA à partir des années 90. Le premier est technologique, le second plus méthodologique. Le changement technologique repose sur les progrès continus de la puissance de calcul. Du point de vue méthodologique, il ne s'agit pas d'une progression, mais d'une rupture radicale. L'idée d'apprentissage par la machine des phénomènes, plutôt que de nourrir la machine avec une description maladroite par des humains de leur fonctionnement. L'exemple emblématique de cette rupture, c'est la reconnaissance d'un chat dans une image, qu'aucun humain n'est capable d'expliquer, c'est-à-dire d'écrire comment on reconnaît un chat, à quels éléments de l'image. Quelle que soit la description, on aura autant de faux positifs que de faux négatifs. L'idée est donc de laisser la machine se débrouiller, comme nous avons appris à le faire quand nous étions enfants. En 1997, la machine d'IBM, Deep Blue, bat Kasparov aux échecs. 20 ans plus tard, la machine DeepMind, AlphaGo, bat Crétier, le champion de Go. Entre les deux, on est parvenu à déchiffrer l'écriture manuscrite, conduire des véhicules, interpréter la langue naturelle, fabriquer des robots tueurs pour la guerre. Les diverses formes d'apprentissage permettent de s'adapter aux différentes situations et d'en tirer avantage, en fonction des données dont on dispose pour entraîner les algorithmes. En gros, il est raisonnable de dire qu'on maîtrise l'intelligence artificielle appliquée à une tâche particulière. C'est donc réglé pour conduire une voiture ou jouer aux échecs. C'est moins clair en ce qui concerne l'intelligence artificielle forte ou générale. L'intelligence artificielle forte ou générale suppose la capacité de résoudre n'importe quel problème, à la manière des humains essentiellement. Pas nécessairement avec une conscience de soi, mais au moins du problème. Un objectif général de survie, par exemple, plutôt simplement qu'un objectif d'entretien et de préservation, voire de réparation de la structure. C'est donc l'une des questions fondamentales pour la singularité. Le rapport à l'intelligence humaine est important bien sûr. C'est la forme d'intelligence que l'on connaît et que pour une part on peut décrire. Mais réaliser une machine qui maîtrise tout ce qu'un humain maîtrise est un problème particulier. L'enjeu est ailleurs. Les limites de l'intelligence humaine ont initialement motivé la construction de machines pour des tâches soit fastidieuses, soit hors de portée des humains. Donc faute de maîtriser tout ce que les humains maîtrisent, les machines pallient leurs déficiences. De nombreuses études sont consacrées aux limites des humains. Des goulots d'étranglement du traitement de l'information ont été précisément mis en évidence, par exemple, dans la capacité à percevoir, à mémoriser et à agir consciemment sur le monde visuel. Mais ce qui caractérise les humains, la conscience de soi en particulier, est une capacité qui est elle-même apparue au cours de l'évolution, et on ne sait pas exactement à quel moment. Le psychologue américain Julian Jaynes propose une hypothèse extrêmement surprenante
extrêmement surprenante à ce sujet, celle que la conscience pourrait être apparue très récemment, vers la fin de l'âge du bronze. Dans son livre The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind, publié en 1976, Jaynes défend la thèse qu'une mentalité bicamérale était l'état normal de l'esprit humain il y a quelques millénaires. Une hypothèse controversée bien sûr. Le bicaméralisme est un mode de fonctionnement de l'esprit humain avec une division des fonctions cognitives entre une partie du cerveau qui semble parler et une autre partie qui écoute et obéit. Les expériences et les souvenirs de l'hémisphère droit du cerveau sont ainsi transmis à l'hémisphère gauche via des hallucinations auditives. La mentalité bicamérale était donc incapable d'une méta-réflexion. Elle permettait de réagir, mais sans se rendre compte explicitement du pourquoi, sans possibilité d'introspection consciente du contenu mental. Jaynes avance cette hypothèse selon laquelle le cerveau humain fonctionnait dans un état bicaméral jusqu'à il y a environ 3000 ans, en puisant des arguments dans de nombreux domaines, en particulier la littérature et les mythes, comme l'Iliade d'Homère. Il pense que l'individu bicaméral était guidé par des commandes mentales, censées être émises par des dieux externes, commandes qu'on retrouve dans les mythes et les récits historiques. Cet état d'esprit bicaméral présente des similitudes avec le fonctionnement des personnes atteintes de schizophrénie, qui peuvent halluciner une voix donnant des recommandations auxquelles elles obéissent sans conscience de leur propre processus de pensée. Ces hallucinations de commandes pourraient aussi permettre d'expliquer les voix que certaines personnes prétendent entendre. Selon Jaynes, le cerveau humain aurait évolué au moment de l'effondrement de l'âge du bronze, au 2e millénaire avant notre ère, une période de forte déstabilisation des sociétés, provoquant des migrations de masse. La conscience de soi aurait alors émergé pour répondre à la nécessité de survivre dans un nouvel environnement avec des personnes qui ne partageaient pas de langue commune. La divination, la prière et les oracles seraient apparus pendant cette période de rupture, dans une tentative de convoquer les dieux dont les voix ne pouvaient plus être entendues. Ainsi, la conscience serait apparue comme une adaptation neurologique à la complexité sociale dans un monde en mutation. Cette hypothèse, aussi fragile soit-elle, invite à la réflexion, en particulier en relation avec la montée de la complexité à l'époque contemporaine, ce qui nous conduit assez naturellement à la question de la singularité. Un détour par la capacité de la machine à reproduire l'humain est nécessaire pour se situer par rapport à la singularité, même si, comme je l'ai dit, ce n'est à mon sens pas la question fondamentale. La question fondamentale, c'est en quoi les machines vont affecter la vie des humains. Pour autant, la question du positionnement par rapport aux humains a un intérêt philosophique évident. On peut considérer des systèmes qui reproduisent le comportement des humains de manière opérationnelle, donc qui conduisent aux mêmes interactions avec l'extérieur qu'un humain. Le test de Turing, en gros, si on s'intéresse juste à un dialogue. Ou alors considérer au contraire quelque chose de complètement différent, de beaucoup plus ambitieux, qui reproduirait le fonctionnement interne des humains, celui du cerveau en particulier. Dans le premier cas, il est probable que le système passera à côté de certaines dimensions du mental, comme la conscience de soi ou l'intention. Mais ce n'est pas nécessairement l'objectif d'une intelligence artificielle de dupliquer l'humain en s'approchant de l'identique. Dans le second cas, on sera parvenu à émuler, de manière mécanique, le fonctionnement de la pensée humaine. Cette hypothèse soulève une résistance sérieuse, l'idée qu'un humain ne peut être réduit à de simples processus mécaniques, qu'il y a autre chose. Cette question nous ramène à la question du rapport entre le corps et l'esprit. Penser que la machine ne peut atteindre la pensée humaine est une position proche de celle du dualisme cartésien. Descartes défend en effet l'existence de deux types de substances, l'esprit ou l'âme, res cogitans, et le corps, res extensa, qui interagissent entre elles. Les méthodes d'investigation des deux substances sont complètement différentes. Le réductionnisme va efficacement s'appliquer à la machinerie du corps. Pour l'âme, c'est un peu plus compliqué. Voilà une objection en fait, qui revient tout au long de l'histoire et à laquelle le matérialisme le plus strict n'apporte pas une réponse satisfaisante. Peut-être l'esprit humain n'a-t-il précisément pas le moyen d'aborder cette question autrement. Peut-être est-ce là une limite de l'intelligence humaine. Certains opposants à l'intelligence artificielle prétendent que l'intelligence n'existe pas, que ce qu'on désigne par intelligence recouvre de nombreuses facettes, et que cette notion ne s'applique qu'à la sphère humaine, qu'il n'est pas clair qu'elle puisse être étendue à des systèmes non humains et en particulier technologiques. Mais ce débat, aussi important soit-il, n'invalide pas la question politique de la singularité, des opportunités et du risque potentiel que des machines intelligentes, ou pas, mais suffisamment plus fortes que les humains,
pourrait présenter pour l'humanité. Ce qui milite le plus sérieusement en faveur de l'hypothèse de la singularité, c'est l'accélération des développements technologiques. On n'a sans doute qu'une intuition limitée de ce qu'est une accélération dans le temps, ce temps que nous percevons dans une certaine linéarité liée à nos vies, à la succession des générations. Mais la double hypothèse de la croissance de l'intelligence et de l'accélération du développement donne lieu assez rapidement à des sauts qualitatifs difficiles à imaginer et encore plus à anticiper. Les technologies de l'information ont bénéficié d'une croissance exponentielle, que diverses lois décrivent, comme la très célèbre loi de Moore sur la capacité des circuits intégrés, mais qui, face aux limites de la physique, s'approche de son terme. La fin de la loi de Moore signe la fin d'une époque, mais probablement pas la fin de la croissance du calcul. De nombreux changements technologiques sont intervenus dans les technologies du calcul avant les circuits intégrés, avec les systèmes électromécaniques, puis les tubes à vide, et enfin les transistors. D'autres pourront intervenir après les circuits intégrés, comme les circuits de nanotubes, le calcul moléculaire ou biologique, ou encore les machines quantiques, qui descendent potentiellement de plusieurs ordres de grandeur dans la matière, au niveau des molécules, des atomes, voire des particules. Les progrès fulgurants des techniques d'apprentissage semblent connaître également le même phénomène d'accélération, entraîné par de puissantes boucles de rétroaction. Depuis que les humains sont activement dans la boucle du traitement de l'information, on assiste à un phénomène exponentiel qu'on peut décrire dans d'innombrables domaines, où les différents intérêts de la société humaine, le savoir, l'économie, la domination, etc., jouent conjointement dans une croissance souvent entraînée par les conflits et les guerres. Une meilleure compréhension de ces boucles permet d'envisager les phénomènes d'accélération dans les domaines technologiques, et en particulier pour les technologies de l'information, qui conduisent potentiellement à la singularité. La singularité peut être appréhendée dans l'histoire des technologies, l'histoire des outils, en quelque sorte développés par les humains. Mais elle peut également être appréhendée dans une histoire beaucoup plus longue, qui dépasse les humains, celle des émergences successives, de la vie, de sa complexification, de la pensée, des technologies, jusqu'aux machines intelligentes supérieures, à l'espèce qui les a développées initialement. Le point de vue de l'évolution est évidemment central pour appréhender la singularité, et la constatation d'un processus d'accélération de cette évolution milite pour l'idée d'une rupture majeure. L'évolution a conduit à l'émergence de l'intelligence humaine, a priori sans nécessiter une intelligence préalable, pas plus qu'une intention de développer l'intelligence. On a vu l'hypothèse, fragile sans doute, de Julian Jaynes sur l'émergence qui pourrait s'avérer bien plus récente qu'on ne pourrait le penser, de la conscience de soi. Il semble donc imaginable qu'une intelligence supérieure puisse être produite par les humains grâce précisément à leur intelligence. On peut bien sûr objecter qu'on ne sait pas sur quoi repose le processus ayant conduit à l'émergence de l'intelligence humaine. Est-il mécanique? Pourrait-il faire appel à des dimensions qui nous échappent et dont les phénomènes ont été qualifiés, faute de mieux dans l'histoire, de surnaturel ou de miraculeux? Il pourrait aussi résulter d'une chance incroyable et être fortement improbable. On retrouve les mêmes interrogations à propos de la question plus générale de l'émergence du vivant à partir de la matière inerte. L'argument de l'évolution est très présent chez Kurzweil, par exemple, véritablement le maître à penser de la singularité et du transhumanisme. Kurzweil distingue d'ailleurs 6 époques dans l'évolution. Il considère d'abord les 4 époques passées, celle de la matière inerte, décrite par la physique et la chimie, celle du vivant, auquel s'intéresse la biologie ou la génétique, celle du cerveau, les neurosciences, les sciences cognitives, et finalement celle de la technologie. La singularité caractérise la 5e époque de l'évolution, avec une fusion de l'intelligence humaine avec la technologie. La 6e époque, le réveil de l'univers, plonge à mon sens dans la science-fiction. Peut-on envisager abstraitement et imaginer un espace de l'intelligence afin de tenter de situer notre position dans cet espace? Il est facile par exemple d'imaginer des extraterrestres qui soient beaucoup plus intelligents que les humains. Ils pourraient par exemple comprendre ce que les humains pensent. La question n'est pas ici d'être précis sur le sens exact du concept d'intelligence. On pourrait considérer la capacité d'être le plus fort, de dominer l'autre. Elle joue un rôle central dans la science-fiction. Et c'est la question fondamentale du risque existentiel, posé par la singularité, produire des machines dangereuses pour les humains. La maîtrise de l'atome en est l'illustration chez Asimov, par exemple. Quand l'empire intergalactique s'effondre, la maîtrise de l'atome se perd un peu partout. Les lois de la physique et celles du calcul imposent des limites théoriques
à ce qui est calculable et par conséquence aux formes d'intelligence possibles dans notre univers. La limite de Bremerman, par exemple, est une borne physique sur le calcul, exprimée en termes de bits par seconde et par kilogramme de matière, qui est établie à un ordre de grandeur de 10 puissance 50. 10 puissance 50 bits par seconde par kilogramme. Si la Terre entière était une immense machine, elle pourrait calculer de l'ordre de 10 puissance 75 opérations par seconde au plus, étant donné qu'on évalue la masse de la Terre à un ordre de grandeur d'un peu plus que 10 puissance 24 kg. La théorie de la calculabilité, développée en particulier par Turing, permet de déterminer ce qui est théoriquement calculable et ce qui ne l'est pas, les problèmes indécidables par exemple, ce pourquoi on ne peut pas écrire de programme pour calculer. Par ailleurs, la théorie de la complexité classe les problèmes en fonction de leur difficulté intrinsèque, c'est-à-dire du minimum de ressources, temps et matière, qu'ils requièrent pour pouvoir être calculés. De très nombreux problèmes, très ordinaires d'ailleurs de la société, ne sont pas faciles à calculer, comme de très nombreux problèmes de partage de ressources par exemple. Les limites théoriques, comme celle de Bremerman, n'ont véritablement d'intérêt pratique que pour ce qu'on ne veut précisément pas rendre calculable en pratique. C'est le domaine de la cryptographie. Le secret doit être impénétrable. Une question qui dépasse aujourd'hui largement le chiffrement des communications, domaine historique des diplomates et des militaires, mais qui est désormais centrale pour le cyberespace, tant pour ses protections que dans ses attaques. On peut s'interroger sur la place de l'intelligence humaine dans cet univers du calculable. Il est peu probable que l'intelligence humaine ait atteint dans l'espace abstrait d'intelligence possible une limite dure. On peut s'interroger néanmoins sur ce qui a conduit à la limite contemporaine de l'intelligence humaine. Pourquoi s'est-elle arrêtée là? Mais également, pourquoi est-elle allée jusque-là avec la forme qu'on lui connaît? Quel équilibre entre l'utilité pour l'espèce intelligente, les ressources mobilisées par cette intelligence, et les limites du substrat biologique qui en est la matière? C'est un sujet fascinant. On sait par exemple que l'évolution a favorisé une forte intégration aux dépens du stockage d'énergie, ce qui nous rend très fragiles à un accident vasculaire par exemple, et que même si les neurones ne sont pas optimaux du simple point de vue de la physique, ils satisfont un équilibre entre l'énergie et l'adéquation avec les besoins du vivant, la vitesse de traitement en particulier. L'une des ambitions pour l'intelligence artificielle, et plus généralement ambition de la démarche scientifique en sciences cognitives, est la simulation du cerveau humain. La difficulté est liée à la complexité. Le cerveau humain compte de l'ordre de 100 milliards de neurones, 10 puissance 11, avec des milliers de connexions synaptiques chacun. Donc de l'ordre de 100 000 milliards de synapses, 10 puissance 14. Au niveau de la capacité de calcul, on estime également à 100 000 milliards les mises à jour synaptiques opérées par seconde. Si on compare avec la puissance de nos machines technologiques, c'est énorme. Pour le simuler, il faudrait une machine d'une puissance de 10 pétaflops, qui réalise de l'ordre de 10 puissance 16 opérations par seconde. La première machine à atteindre une telle performance est le K-Computer, un supercalculateur japonais opérationnel en 2011. Aujourd'hui, la machine la plus puissante du monde atteint 442 pétaflops. C'est encore une machine japonaise, Fugaku, qui tient le haut de la compétition mondiale. Un retour du Japon après des records chinois et américains pour les supercalculateurs dans cette dernière décennie. Mais on est encore loin du compte pour de multiples raisons. En fait, une telle simulation des neurones et synapses du cerveau serait loin de la complexité biologique des cellules du cerveau, comme d'ailleurs les neurones artificiels des réseaux neuronaux de l'apprentissage. Une autre difficulté de la simulation de l'activité du cerveau est liée au fait que le cerveau n'est pas seul à donner du sens aux humains. C'est l'hypothèse de l'embodiment, la cognition incarnée, qui est produite par le corps entier et non seulement le cerveau isolé du corps. Il conviendrait donc de simuler ce corps dans sa capacité à contribuer à la pensée. Enfin, un autre point, qui est loin d'être mineur, concerne l'économie du cerveau biologique par rapport aux machines technologiques. Un cerveau humain est très dense, il repose sur très peu de matière, de l'ordre d'1,5 kg, et même s'il consomme près de 20% de l'énergie du corps humain, ça ne dépasse pas 20 watts, même pendant les périodes de pensée intenses, qui ne conduisent pas à une augmentation importante de la consommation. L'écart entre les machines et le cerveau est donc abyssal du point de vue de la matière et d'énergie mobilisée. En comparaison, la machine la plus puissante du monde, Fugaku, consomme près de 30 000 kW, 1 million de fois plus qu'un cerveau humain. Le cerveau des insectes est également intéressant dans ce contexte. Leur complexité, bien moins grande, ouvre des perspectives pour la modélisation. Leur masse est minime, tout comme leur consommation énergétique. Et pour autant, ils peuvent calculer
des trajectoires par exemple, très complexes dans un environnement qui change dynamiquement. On avance donc dans cet espace mal défini de l'intelligence sans savoir où sont les limites, ni si les méthodologies sont adéquates. Les connaissances sur la cognition restent parcellaires, malgré les immenses avancées des neurosciences et des sciences cognitives. Les avancées permises par le progrès du hardware et l'idée de laisser la machine apprendre plutôt que de lui dire quoi faire, ces deux progrès technologiques et conceptuels, ont permis l'envolée de l'intelligence artificielle depuis un quart de siècle. Mais peut-être que ces avancées ouvrent un champ, aussi puissant soit-il, complètement orthogonal à une intelligence générale. L'intelligence artificielle générale pourrait être de nature très différente des intelligences spécialisées conçues pour des tâches données, aussi complexes soient-elles, comme le déplacement d'un robot humanoïde sur ses deux jambes dans un terrain accidenté, par exemple. Il est difficile de répondre à cette question, mais peut-être n'est-ce pas la bonne question? J'en viens donc à la question de comment déterminer si la singularité est une chance ou une catastrophe pour l'humanité. Le concept de singularité peut recouvrir des aspects fort différents, mais comme pour le changement climatique, le point fondamental est probablement de déterminer si certains seuils dans l'évolution des phénomènes ou des technologies ont été dépassés, et si les nouveaux états du monde qui résultent de ces dépassements sont irréversibles. Il s'agit donc de déterminer si les transformations placent l'humanité face à une nouvelle donne et de nouveaux paradigmes. Comme pour le changement climatique, ce processus de transformation technologique est engagé avec le développement des machines et des systèmes autonomes. La question est donc de savoir où on se situe par rapport aux tipping points, les points de basculement. Ce qui est clair, c'est que si les machines sont conçues par des machines plus intelligentes que les humains, ces derniers perdent le contrôle sur l'évolution des machines, et on ne dispose d'aucun élément pour prédire le sens de cette évolution. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais les machines sont néanmoins largement impliquées dans la conception du hardware, comme dans l'écriture du software. Certains analystes pensent que toute cette discussion est sans fondement, qu'on est loin d'une quelconque forme de singularité, d'une quelconque forme d'intelligence, et que ce discours est construit dans l'intention de susciter la peur. C'est un mythe prométhéen. Quoi qu'il en soit, peut-on ignorer cette possibilité? Même si elle est peu probable, la question mérite qu'on s'y arrête. Les assureurs prennent en compte, dans leurs prévisions, les risques dont les conséquences sont majeures, même si leur probabilité est faible. Mais pour la société dans son ensemble, c'est plus compliqué. Les intérêts des acteurs divergent trop. Dans un policy paper du National Center for Climate Restoration de Melbourne, publié en mai 2019, David Spratt et Ian Dunlop envisagent la possibilité d'une catastrophe environnementale si radicale qu'elle mette un terme à la civilisation humaine telle qu'on la connaît aujourd'hui. Si la probabilité d'un tel événement paraît faible, peut-on pour autant la négliger? Sous ce prétexte, tout ne doit-il pas être mis en œuvre pour l'éviter? Les deux questions, la singularité technologique et la dégradation environnementale, ne sont donc pas de nature complètement différente, parce que personne ne souhaite considérer véritablement le risque existentiel, c'est-à-dire le risque d'un anéantissement, ou tout au moins une élimination partielle de l'espèce humaine. Mais pour la singularité, à la différence de la dégradation de l'environnement, il existe également des projections utopistes, ou au moins positives. Dans les deux cas, on retrouve bien sûr des enjeux géopolitiques absolument majeurs, la maîtrise de la force, qu'offre la machine intelligente, et la construction d'une perspective politique pour la préservation de l'environnement, moins indigente que ceux qui existent aujourd'hui. Comment peut-on arbitrer ces choix et orienter les possibles? Je voudrais laisser de côté la question de l'éthique, à laquelle je ne crois pas beaucoup dans ce contexte. L'idée que l'éducation conduit à une élévation du sens moral est largement répandue dans le monde, dans la majorité des civilisations. Et pour une part, l'éducation est orientée vers une telle élévation. Mais il me semble que rien de tel ne corrèle le niveau d'intelligence d'une machine et sa bienveillance vis-à-vis des humains. D'ailleurs, il ne me paraîtrait pas vraiment choquant qu'une machine intelligente, constatant qu'une espèce envahissante conditionne négativement l'évolution des écosystèmes de la Terre, en tire des conclusions peu favorables à cette espèce. De telles conclusions manqueraient-elles de sens éthique? Pour le reste, les civilisations humaines ne sont pas exemptes de systèmes politiques, assez universellement décriés, et néanmoins portés par des peuples de grande culture. Il me paraît donc difficile de prononcer de quelconques hypothèses à propos de l'éthique des systèmes autonomes. Si les machines font mieux que les humains les tâches nécessaires au fonctionnement de la société, les humains n'auront alors plus vraiment besoin de s'impliquer et encore moins de faire d'efforts. Deux scénarios sont alors possibles.
soit les machines prennent leurs décisions de manière indépendante des humains, soit ceux-ci gardent le contrôle. Dans le premier cas, on peut imaginer de nombreux scénarios différents, mais en tout cas, le sort des humains sera dans les mains des machines. Et un tel scénario pourrait arriver sans que les humains ne remettent volontairement la clé du pouvoir aux machines, ni que les machines ne souhaitent explicitement prendre le pouvoir. Les humains pourraient progressivement évoluer vers une telle situation par confort d'abord face à la qualité du travail des machines, puis par incapacité de faire face à la complexité du système. La loi de Murphy est souvent citée au sujet des machines et la possible singularité. Murphy, un ingénieur de l'aérospatiale qui travaillait sur des systèmes critiques, est célèbre pour avoir dit « Anything that can go wrong will go wrong », qu'on peut interpréter facilement de manière pessimiste, bien sûr, mais également de manière positive. Et c'est là que réside toute la force de cette loi énoncée de manière volontairement provocatrice, pour se mettre en situation, justement, d'éviter le pire, de le prévoir et de l'exclure. Une approche qui est à la base de la philosophie de l'aérospatiale et qui fait grandement sens pour ce qui concerne la puissance des machines. La question de la singularité se pose dans un contexte qui n'est pas non plus restreint à la possibilité des machines intelligentes. Les technologies les plus emblématiques de ce début du XXIe siècle, la robotique, le génie génétique ou les nanotechnologies par exemple, permettent toute l'émergence de nouvelles formes, transformées du vivant ou au contraire mécaniques mais se rapprochant du vivant, comme les robots, ou plus encore les nanorobots, dont l'une des fonctions essentielles pourrait être l'autoréplication, la capacité donc de se reproduire. Cette capacité change radicalement la logique des artefacts du passé, produits pour aider les humains, puis jetés quand ils sont usés. Alors, utopie ou dystopie? La singularité utopique repose sur l'idée que l'accélération du progrès permettra de dépasser les limites de notre corps et de notre cerveau, comme Kurzweil l'affirme. Les progrès fulgurants pour la médecine sont l'une des dimensions, mais également la capacité de vaincre le vieillissement et potentiellement la mort. Une vieille espérance de l'humanité à laquelle la rationalité scientifique avait quelque peu fermé la porte, mais que les nouvelles technologies allaient rouvrir. Une rupture épistémologique donc. Ces progrès conduiront à une certaine convergence entre les machines et les humains. La vie humaine sera irrémédiablement transformée, mais selon la vision optimiste de Kurzweil, l'intelligence émergente se développera en continuité avec notre civilisation. Un point qui fait évidemment l'objet de débats. Le transhumanisme accompagne cette montée en puissance de la technologie. Le terme transhumanisme a été popularisé par l'influent biologiste anglais Julian Huxley dans un article éponyme de 1957. Julian Huxley n'est autre que le frère de Aldous, l'auteur du roman dystopique Le meilleur des mondes, publié au début des années 30. C'est une personnalité de premier plan. Il a été le premier directeur général de l'UNESCO. C'est aussi un théoricien de l'eugénisme. Dans cet article de 1957, il commence par ces mots, et je cite. « Après 1000 millions d'années d'évolution, l'univers devient conscient de lui-même, capable de comprendre quelque chose de son histoire passée et de son possible futur. Cette conscience cosmique de soi se réalise dans un minuscule fragment de l'univers, chez quelques-uns d'entre nous, les êtres humains. Peut-être cela s'est également réalisé ailleurs, à travers l'évolution d'êtres vivants conscients sur les planètes d'autres étoiles. Mais sur cette planète, cela ne s'est jamais produit auparavant. » Fin de citation. Un peu plus loin, il ajoute, et je cite à nouveau, « Jusqu'à présent, la vie humaine a généralement été, comme Hobbes l'a décrite, méchante, brutale et courte. La grande majorité des êtres humains, s'ils ne sont pas morts jeunes, ont été affligés par la misère. Nous pouvons à juste titre croire que les limites actuelles et les misérables frustrations de notre existence pourraient être en grande partie surmontées. L'espèce humaine peut, si elle le veut, se transcender. Non seulement sporadiquement, un individu ici d'une manière, un individu là d'une autre, mais dans son ensemble, en tant qu'humanité. » Fin de citation. Le mouvement transhumaniste se positionne dans une continuité avec l'humanisme. Un humanisme qui postule la désirabilité, d'une part de l'amélioration de la condition humaine par la technologie, une recherche déjà ancienne à laquelle contribue la médecine bien sûr, mais qui pourrait prendre une autre tournure, avec une intégration plus forte des technologies et du corps ainsi augmenté. Et d'autre part, de l'accroissement des capacités humaines, et ce qu'elles soient physiques, intellectuelles ou psychologiques. Les transhumanistes manifestent leur attachement aux valeurs humaines et individuelles, aux notions de rationalité, de liberté, de tolérance, de démocratie. Mais ils pensent qu'au-delà du développement d'un environnement social favorable, la technologie peut améliorer les individus.
L'étude des promesses, mais aussi des risques et des questions éthiques, fait également partie du champ intellectuel du transhumanisme. La singularité implique qu'à un certain moment, les sources d'intelligence non humaines deviendront majoritaires. Le rapport au travail, au savoir et aux loisirs des humains évoluera alors radicalement. Certains exemples de Kurzweil à ce sujet sont assez marqués culturellement. Par exemple, l'idée qu'on pourra alors manger selon son désir sans se préoccuper de sa santé, parce que des nanobots s'occuperont des problèmes de métabolisme à l'intérieur de nos corps. Ce qui pourrait faire rêver certains Américains pourrait paraître assez étranger aux ressortissants des cultures traditionnelles centrées sur la cuisine, magie sociale et du rapport à la nature. Le transhumanisme peut être vu dans la continuité de l'histoire du progrès scientifique et de l'émancipation des contraintes qui pèsent sur les humains, et dont beaucoup ont été assouplis par les avancées de l'éducation et de la santé. Mais le transhumanisme est en rupture pour la radicalité de l'augmentation de l'humain, que ce soit par les implants bioniques ou l'augmentation cognitive, et pour l'idée de portage vers un substrat technologique qui abolit la mort biologique. Il y a incontestablement une certaine hubris dans cette projection qui vise à s'abstraire des contraintes biologiques pour parvenir à un degré spirituel plus élevé, une étape de plus dans l'émancipation des contraintes terrestres, un pas vers l'immortalité. J'avoue qu'il m'est plus facile de parler de l'aspect dystopique de la singularité. Que feraient les machines des humains si elles étaient plus puissantes que ces derniers? Un informaticien assez célèbre, Bill Joy, connu pour avoir participé au développement du système d'exploitation Unix de Berkeley, avant de devenir l'un des cofondateurs de la société Sun Microsystems au début des années 80, a publié dans Wired un article très intéressant intitulé Why the Future Doesn't Need Us. Cet article a eu un certain retentissement au moment de sa publication en 2000. Joy l'a écrit après une rencontre avec Kurzweil, 2 ans auparavant, une rencontre dont il explique qu'elle lui a fait peur. Il raconte qu'alors qu'il avait toujours été sensible aux questions éthiques, c'est seulement après cette rencontre qu'il a commencé à éprouver un malaise face à la technologie. Les robots sensibles qui lui paraissaient appartenir à la science-fiction étaient potentiellement à portée de main. Joy envisage les possibles, dans le cas où les humains auraient gardé le contrôle sur les machines. Et je le cite. Dans ce cas, l'homme moyen peut avoir le contrôle de certaines machines privées, telles que sa voiture ou son ordinateur personnel. Mais le contrôle des grands systèmes de machines sera entre les mains d'une petite élite, comme c'est le cas aujourd'hui, mais avec 2 différences. Grâce à des techniques améliorées, l'élite aura un plus grand contrôle sur les masses. Et parce que le travail humain ne sera plus nécessaire, les masses seront superflues, un fardeau inutile pour le système. Si l'élite est impitoyable, elle peut simplement décider d'exterminer la masse de l'humanité. Si elle est humaine, elle peut recourir à la propagande ou à d'autres techniques psychologiques ou biologiques pour réduire le taux de natalité jusqu'à ce que la masse de l'humanité s'éteigne, laissant le monde à l'élite. Si l'élite se compose de libéraux au cœur tendre, ils peuvent décider de jouer le rôle de bons bergers auprès du reste de la race humaine. Ils veilleront à ce que les besoins physiques de chacun soient satisfaits, à ce que tous les enfants soient élevés dans des conditions psychologiquement hygiéniques, à ce que chacun ait un passe-temps sain pour le tenir occupé, et à ce que quiconque qui devienne insatisfait puisse subir un traitement pour guérir son problème. Bien sûr, la vie sera si inutile que les gens devront être biologiquement ou psychologiquement conçus, soit pour supprimer leurs besoins de pouvoir, soit pour les faire sublimer leur désir de pouvoir en un passe-temps inoffensif. De tels êtres humains peuvent être heureux dans une telle société, mais ils ne seront certainement pas libres. Ils auront été réduits au statut d'animaux domestiques. Fin de citation. Cette analyse dystopique que propose Joy est en fait directement adaptée et inspirée de celle du mathématicien Theodor Kaczynski, sur lequel je vais revenir. Dans un article publié en 2012 au titre provocateur, Artificial Intelligence will kill our grandchildren, une fois de plus un titre qui n'est pas sans rappeler le désastre environnemental, Anthony Berglas, un informaticien australien, note, je cite, « Les robots autonomes vont commencer à faire émerger une prise de conscience. Mais d'ici là, il sera peut-être trop tard. Notre capacité impressionnante à développer du matériel informatique nous a peut-être déjà poussés au-delà de la ligne. Certes, on ne pourra pas remettre une intelligence artificielle dans sa boîte, une fois celle-ci construite. Il est bien sûr possible que la singularité n'arrive jamais, que le problème de la construction d'une machine intelligente soit trop difficile à résoudre pour l'homme. Mais nous avons fait de solides progrès logiciels jusqu'à présent, construit du matériel très puissant, et nous savons maintenant à quel point très peu d'ADN nous sépare des singes.
Il semblerait extrêmement imprudent de supposer que nous ne pourrons jamais construire une machine intelligente, simplement parce que nous ne pouvons pas la construire maintenant. Fin de citation. La question de la capacité à débrancher la machine est centrale. C'est celle qui est posée dans 2001 Odyssée de l'espace. La défense est évidemment un domaine ouvert aux apprentis sorciers. De nombreuses conventions internationales ont été élaborées dans le cadre des Nations Unies pour interdire certains développements, soit de manière absolue, comme pour les armes chimiques ou bactériologiques, soit de manière relative, comme c'est le cas pour la non-prolifération des armes nucléaires. Le développement des armements autonomes, qui peuvent décider de tuer sans action humaine, semble se banaliser dans le monde. Le sujet largement traité dans la science-fiction n'appartient donc plus à la fiction. Il y a un point qui me paraît fondamental quand on évoque la singularité. C'est le triangle des relations entre les humains, les machines et la nature. Il me semble que les régions dont la culture ne repose pas sur une forte dualité nature-humain, c'est-à-dire qui perçoivent les humains comme faisant pleinement partie de la nature, ont un rapport aux machines intelligentes beaucoup plus facile. C'est le cas du Japon, où les robots qui parlent sont omniprésents, tout comme les kami, ces divinités par lesquelles la relation à la nature est intermédiée et ritualisée. Or, que peut-on attendre de cet équilibre entre les humains, les machines et la nature? Dans son livre « Darwin parmi les machines », l'historien des technologies George Dyson met en garde, et je cite, « Dans le jeu de la vie et de l'évolution, il y a 3 joueurs à table, les êtres humains, la nature et les machines. Je suis fermement du côté de la nature, mais la nature, je suppose, est du côté des machines. » Fin de citation. Si les machines étaient vraiment intelligentes, ne risqueraient-elles pas de se débarrasser d'une espèce particulièrement envahissante? Même si la singularité n'avait qu'une petite chance d'advenir, son impact pour l'humanité pourrait être radical. C'est donc pour un grand nombre d'analystes un sujet qui doit être abordé sérieusement. Mais comme pour la dégradation de l'environnement, c'est un sujet qui est difficile à aborder, et donc qu'on évite. La question est bien sûr celle de la désidérabilité des possibles, entre des scénarios que certains considèrent comme utopiques et d'autres comme profondément dystopiques. Mais quels moyens a-t-on d'orienter cette évolution? Et que peut-on imaginer de ce à quoi ressemblera la vie humaine dans un monde post-singularité? Enfin, si la singularité était inévitable, il conviendrait de maximiser la chance d'une évolution souhaitable pour construire un monde post-singularité. C'est une question éminemment politique, conduisant à des appréciations plus que divergentes entre la poursuite du développement technologique et la lutte contre ce développement. La poursuite est liée aux promesses, aux explosions potentielles dans le domaine des sciences, pour la santé, mais aussi bien sûr pour la défense et le contrôle du monde. On ne peut appréhender cette question hors du contexte géopolitique, dont les tensions croissantes favorisent et amplifient la compétition. L'un des personnages sans doute les plus emblématiques de la critique radicale de la science est le mathématicien Theodore Kaczynski, que cite Bill Joy et que j'ai mentionné. Kaczynski est un personnage singulier. Prodige en mathématiques, il intègre l'Université de Californie à Berkeley comme assistant juste après son doctorat. Il a 25 ans et est considéré comme exceptionnel dans sa génération. Mais il abandonne très vite la carrière universitaire, 2 ans plus tard, en 1969, alors que la révolte gronde à Berkeley et que la garde nationale intervient sous l'ordre du président Reagan. Il part pour poursuivre une vie primitive, dans sa célèbre cabane sans eau courante ni électricité du Montana, où il poursuit une tentative de vie survivaliste, en autosuffisance. Puis, il se lance dans une action terroriste, qui s'étalera sur une très longue période, de 78 à 95, tuera 3 personnes et en laissera des dizaines d'autres, et parfois même pas ses cibles, dans une lutte contre la société technologique et la destruction de l'environnement. En septembre 1995, le Washington Post publie un essai de Kaczynski intitulé « Industrial Society and its Future », dans lequel il défend la thèse que la technologie détruit les communautés à taille humaine, que la révolution industrielle nuit aux humains en imposant un ordre sociopolitique qui place les besoins humains après ceux de la technostructure. Ce système détruit la nature et réduit la liberté individuelle. Les humains s'adaptent aux machines plutôt que l'inverse. Il explique également la nécessité de l'action terroriste, bien que extrême, pour attirer l'attention sur la perte de liberté et de dignité. Pendant toute cette longue période d'activité terroriste, Kaczynski ne sera jamais identifié comme l'auteur de ces attentats. Pour le FBI, qui donne aux terroristes inconnus le surnom de
surnom qui deviendra connu médiatiquement comme Unabomber, c'est la plus longue et la plus coûteuse investigation de leur histoire. Kaczynski propose en 1995 d'arrêter le terrorisme, mais il pose une condition, que le New York Times ou le Washington Post publient son essai. En accord avec le FBI, qui espère pouvoir l'identifier après la publication, le Washington Post publie l'essai, qui deviendra connu sous le nom de Unabomber Manifesto. L'hypothèse du FBI s'avère correcte. Kaczynski sera identifié par le style de son texte, puis arrêté en 1996, et alors qu'il risquait la peine de mort, il sera finalement condamné à la prison à vie, sans possibilité de parole. Bill Joy, dans son célèbre article de 2000 dans Wired, dit à son propos, je cite, « Les actions de Kaczynski étaient meurtrières et, à mon avis, criminellement insensées. Il est clairement un ludiste, mais le simple fait de dire cela n'écarte pas son argument. Aussi difficile que je puisse l'admettre, j'ai vu un certain mérite dans son raisonnement. Je me suis senti obligé d'y faire face. » Fin de citation. Kaczynski a été comparé aux néoludistes, un mouvement informel de résistance à la technologie dont les adeptes adoptent soit des attitudes personnelles de retrait passif, soit d'actions violentes de sabotage ou de destruction d'infrastructures. Le mouvement est proche des mouvements anti-globalisation, de l'anarcho-primitivisme ou de l'environnementalisme radical. Le ludisme prend ses racines dans un mouvement de résistance à la mécanisation de l'industrie textile, au début du XIXe siècle en Angleterre, qui conduit à des destructions de machines dont Lood est le héros imaginaire. Cette contestation radicale a toute chance de se développer aujourd'hui dans le cyber, dans un futur proche, rapprochant un peu plus la science-fiction du réel. Mais l'idée de limiter ces avancées ne provient pas seulement d'une opposition politique radicale au développement technologique. Elle émane aussi de certains des acteurs des industries numériques eux-mêmes, et non des moindres. En 2014, Stephen Hawking et Elon Musk, tous deux membres du conseil scientifique du Future of Life Institute, l'une des structures qui justement aborde les risques existentiels auxquels l'humanité est confrontée, avaient publiquement exprimé l'opinion que l'intelligence artificielle, plus qu'humaine, pouvait offrir des avantages incalculables, mais pourrait également mettre fin à l'espèce humaine si elle était déployée avec imprudence. Cette initiative va conduire à la lettre ouverte sur l'intelligence artificielle, publiée en janvier 2015, appelant à approfondir les recherches sur les impacts sociétaux de l'IA. Les signataires sont tous persuadés des immenses bénéfices possibles de l'IA, en particulier pour éradiquer les maladies et la pauvreté. Une position donc radicalement différente, bien sûr, de celle de personnalités comme Kaczynski, mais de bien d'autres également, qui voient dans ces technologies du contrôle bien plus un outil d'asservissement que d'émancipation. L'objectif de la lettre est double: mettre en garde contre les risques et orienter la recherche vers une IA robuste et bénéfique. Ils envisagent à la fois les risques à court terme, en particulier risques pour la protection de la vie privée, avec une IA capable d'accéder à l'ensemble des données personnelles, mais également la restructuration brutale de l'emploi, avec la disparition d'une grande partie des tâches assumées aujourd'hui, et les problèmes posés par les objets autonomes, véhicules ou armes létales. Pour les risques à long terme, il y a une certaine concordance avec les analyses dystopiques, la possibilité de l'émergence en particulier de superintelligence qui n'agirait pas en fonction des souhaits des humains. La lettre est accompagnée d'une longue liste de directions de recherche qui devraient être étudiées pour éviter les écueils à court ou long terme et favoriser la robustesse et la bienveillance des systèmes. Quelques mots en guise de conclusion. J'ai voulu dans ce cours mener une réflexion sur le système informationnel du monde, la datasphère, en considérant l'ensemble des informations, qu'elles soient sous le contrôle des humains ou non, qu'elles proviennent de la nature, des machines ou de la société, et également l'ensemble des traitements, qu'ils relèvent d'une machinerie biologique ou d'une machinerie technologique, les deux étant d'ailleurs de plus en plus imbriqués. Pourquoi une telle approche holistique, et que peut-on en attendre? La destinée de l'humanité est aujourd'hui liée à sa capacité de maintenir ses conditions d'existence, à prendre en compte les limites de son écosystème et à réduire son impact aujourd'hui pour un bénéfice potentiel demain. Cette nouvelle donne impose de penser la société humaine comme partie d'un tout, avec son milieu de vie, et non comme simple bénéficiaire des bienfaits d'un environnement qui lui serait dû. Alors que se développe cette prise de conscience d'une nouvelle réalité, la révolution numérique vient secouer les modes d'organisation de nos sociétés. Cette contemporanéité est frappante. Mais peut-on penser ces deux transformations radicales, l'adaptation à un environnement moins favorable et la révolution numérique, indépendamment? Je ne crois pas.
La complexification qui résulte pour les sociétés humaines de la nécessaire prise en compte des limites de l'écosystème s'accompagne d'une capacité d'interaction accrue avec l'information, tant par la connaissance que par la capacité de contrôle. C'est un phénomène historique de coévolution, à la fois de la complexité des sociétés et des avancées des technologies d'information. Ce qui émerge, c'est une société dont le contrôle en temps réel augmente radicalement, avec une surveillance des humains de plus en plus invasive qui ébranle les valeurs de nos sociétés. Les tensions géopolitiques amplifient ces développements, si essentiels à l'exercice de la puissance, dans un monde qui peine à s'adapter à un nouveau paradigme global. Ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est une pensée politique de ces réalités, à même de proposer d'autres modèles qui permettraient de penser le devenir des humains en relation avec leur milieu, leur place dans les écosystèmes, les équilibres de la société et les valeurs. La montée en puissance de la société du contrôle ne peut à mon sens être décorrélée de ces nouvelles limites de la condition humaine. Elle impose une pensée globale des phénomènes pour ne pas tomber dans la pire des dystopies.